Bonjour, je suis Philippe Jacquet, je suis dermatologue à Hyères dans le Var et je suis en compagnie du docteur Françoise Cucurella qui est dermato à Aix-en-Provence et le docteur Hugues Cartier, dermatologue à Arras. Nous allons parler des relations entre les filaires et en particulier de l'acide hyaluronique et les vaisseaux. Vous savez que généralement quand on discute des complications des filaires, on pense souvent aux complications de type nodules granulomateux, de type soit d'hypersensibilité, soit liés aux infections, aux biofilms. Et on voit de plus en plus émerger cette notion de complication vasculaire qui est l'objet de ce sujet. Au préalable, vous rappelez que la face est vascularisée en partie majoritaire par le biais de la carotide externe et une partie au niveau périophtalmique et médial frontal par le système carotidien interne. Et c'est justement la relation entre les deux qui pose un gros problème puisque des complications peuvent toucher l'œil et même le cerveau. Donc on va voir premièrement quels sont les signes d'alerte d'une injection intra-artérielle. Françoise, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ces signes? Alors, au plan cutané, il s'agit souvent d'une douleur aiguë, pas tout à fait au début de l'injection, en cours d'injection et plutôt à la fin de l'injection. Ça n'est pas au moment de l'introduction de l'aiguille. Une douleur qui est suivie d'un érythème plus ou moins rapidement apparu et qui peut se transformer dans l'heure qui suit en amas limédoïde. Qui s'étend dans tout le territoire concerné par le vaisseau. Alors, douleur, mais aussi pâleur. Hugues, est-ce que les signes d'alerte sont... est-ce que la pâleur est systématique lorsqu'il y a une injection ou une compression artérielle? Ça peut venir de façon beaucoup plus sournoise, parce que tout dépend finalement dans quelle artère ou artériole tu t'es cathétérisé, ce qui, avoue, est quand même pas facile. Exceptionnel, heureusement, mais effectivement, c'est un petit peu le fameux... c'est l'artère supracochléaire que tu te prends et puis tu as l'ami-front qui est complètement blanchi en quelques secondes. On n'est pas dans l'adrénaline, effectivement. Et pour ça que moi, je ne fais plus, par exemple, de pack de glace après les compressions, après les fillers. Je ne fais qu'une compression simple et je ne veux pas éventuellement masquer une blancheur qui pourrait être perturbée par finalement une vasoconstriction provoquée par mes ice packs. Donc là, au moins, j'ai pas ce problème-là. J'ai totalement arrêté. Mais effectivement, la pâleur, elle peut venir progressivement. La gêne, la sensation. D'abord, souvent, les patients ont une espèce de sensation qui s'accentue plus, qui peut être gênée, effectivement, avec le problème, c'est la lidocaïne qui est présente dans les anesthésiants. Les anesthésies tronculaires qu'on peut faire qui peuvent éventuellement masquer ces phénomènes de gêne, de douleur, de sensibilité qui peuvent être effectivement retardés. Et donc, le seul signe qu'on ait, c'est parfois... une petite gêne oculaire, une petite gêne, il y a une perturbation du mouvement, enfin, il y a des petites choses, des petites prémices, et puis essentiellement la pâleur qui arrive progressivement. Mais le problème, c'est la catastrophe quand c'est quelques heures après. Et il faut toujours avoir un bon numéro de téléphone où on peut être joignable, parce que c'est toujours dans des cas les plus faciles que finalement on a vu les plus belles catastrophes. Alors c'est vrai que la complication vasculaire la plus fréquente, c'est l'hématome, c'est le saignement, c'est l'effraction vasculaire, tout le monde a connu ça bien sûr. On peut avoir bien sûr quand une effraction des vasospasmes qui peuvent donner des petites blancheurs, des petites pâleurs, voire même des lésions oculaires mais fugaces. Et est-ce qu'à ce moment-là, Françoise, quand tu as par exemple un hématome douloureux, une patiente qui revient 24 à 48 heures après, est-ce qu'il faut est-ce que c'est aussi un signe d'alerte par exemple? Oui, cet hématome douloureux, est-ce que... C'est un signe d'alerte, c'est certain. Donc il faut savoir l'explorer cliniquement et éventuellement, si les signes perdurent, peut-être se poser la question au niveau cutané de faire un traitement par hyaluronidase dans le territoire concerné. Alors si on prend maintenant quelques zones types, on va dire le sillon nasogénien, on sait que bien sûr il y a des fluctuations anatomiques d'un sujet à l'autre et même c'est un même sujet d'un côté par rapport à l'autre. Les artères n'ont pas du tout le même profil et la même sinuosité. Mais prenons par exemple le sillon nasogénien, on sait à peu près où se trouve l'artère faciale dans sa forme classique, dite, on va dire textbook, mais il y a tellement de variations qu'il faut être vigilant au moment de l'injection. Comment envisagez-vous, vous, en général, dans votre pratique quotidienne, l'injection d'un sillon nasogénien
Hugues. En préambule, il faut bien voir si effectivement c'est une embolisation parce que tu as cathétérisé l'artère et là tu as un vrai problème et là c'est une urgence. Je ne suis pas du tout sûr que l'urinase elle ait un quelconque bénéfice ou effet. En tout cas, l'urinase c'est éventuellement pour limiter les compressions que tu aurais mis autour de ta brèche vasculaire parce que tu n'as pas injecté que dans l'artère. Après, tu as les phénomènes de compression. Alors une compression artérielle, au niveau de cette branche, il faut quand même en mettre beaucoup, mais on a des confrères qui injectent dans le pied de la narine avec des quantités qui sont parfois très importantes et tu peux avoir un véritable phénomène de compression avec ton artère qui est comprimée parce que tu as mis un produit très réticulé, très, très compact et qui effectivement va réduire et peut provoquer une véritable ischémie. Alors, donc il faut parler du terme, de quel terme on parle. Non, mais il faut savoir. On sait qu'aujourd'hui. Si c'est un hématome, est-ce que j'ai besoin d'injecter de la urinase dans un hématome? Non, mais par rapport à ce que tu dis, on sait qu'on peut avoir une dégradation transartérielle. Oui. Donc même si tu as une vraie embolisation, le fait de mettre de la urinase à l'extérieur de ton vaisseau, tu dois normalement, enfin ce qui a été montré par des articles de Lorenzi, tu dois avoir une possibilité de dégradation intra-artérielle en mettant ta hyaluronidase en extra-artérielle. Donc, tu vas supprimer aussi l'acide hyaluronique que tu as mis autour parce que tu n'as pas injecté que dans ton artère, tu en as mis forcément un peu autour, donc ça réduit aussi la pression, les phénomènes inflammatoires surajoutés. Donc je pense que c'est pas une erreur de le faire déjà. Mais ce n'est pas forcément toujours utile. Alors, dans ta pratique quotidienne, Françoise, pour le sillon, puisqu'on revient, c'est la zone la plus redemandée, est-ce que tu vas choisir une aiguille, une canule? Dans quel plan tu vas te situer? Est-ce que tu vas être en suspériosté? Tu vas rester en dermique pure? Est-ce que tu associes les deux? Tout dépend de ce qu'on a à traiter. Si c'est une cassure dermique, on restera en dermique avec une aiguille éventuelle et le risque est faible. S'il faut traiter toute la dépression triangulaire du haut du sillon nasogénien, en fait, j'injecte plutôt à l'aiguille en suprapériosté, mais dans un sens qui va de haut en bas et de l'extérieur à l'intérieur, en visant la commissure contrôle-latérale. D'accord, pour essayer de limiter au maximum le contact en fait avec l'artère périalaire et sous-narinaire locale. Alors il y a cette idée aussi finalement d'essayer d'injecter perpendiculairement à l'axe vasculaire. Donc est-ce que ça c'est une philosophie que vous adoptez, Hugues? Par exemple, pour le sillon, la biomentonie, est-ce que tu vas être vertical? Est-ce que pour les supraorbitaires ou supratrochléaires, tu vas plutôt être horizontal? Comment tu vois ça? Si on veut aussi éviter tous les problèmes, la verticalité, il n'y a jamais eu d'injection et d'embolisation, enfin en tout cas décrite aujourd'hui, c'est tous par cathétérisation dans le sens globalement du vaisseau. Mais effectivement, je trouve toujours de toute façon dans ces zones où il faut soulever et surélever, le meilleur c'est reste le coussin, donc c'est une projection directe à l'aplomb et on injecte et on voit gonfler tout doucement. Voilà, et là, il y a quand même des peu de risques, et quitte à terminer avec un nappage beaucoup plus superficiel qui m'expose beaucoup moins à ce risque-là, avec des travées radiaires ou un fanning, soit à la canule, soit à l'aiguille, mais beaucoup plus superficiellement. Et je fais toujours, moi, de toute façon, des contreforts, des contrepoints, d'abord en profondeur. Que ce soit la commissure, que ce soit l'encoche mandibulaire, que ce soit le pied du sillon nasogénien. Et pareil, par exemple, pour la zone d'iris du lion, je n'injecte jamais jamais dans le sens de la ride, c'est-à-dire que j'injecte toujours vertical à l'aplomb et je fais des petits paquets et je soulève progressivement. Ah, pour la ride du lion, tu vas rester toujours vertical. Je n'injecte. C'est exceptionnel que j'injecte de façon horizontale. D'accord. Pour la fosse temporale, tu vas utiliser plutôt une technique type verticale? Verticale, projection. C'est consommateur de produits, c'est le problème. Oui, ça consomme plus. Oui. Effectivement, le fanning pour avoir un effet de tenseur, ça c'est vraiment tributaire du fonctionnement du produit, mais ça sera toujours d'abord, parce que c'est pas facile d'avoir un effet tenseur c'est une tente, c'est comme un tambour. Oui. Donc quand tu fais un fanning en éventail, je trouve que le produit transfixiant qui va jusqu'au périos et que tu fais gonfler progressivement avec 2 ou 3 points est bien plus durable, bien plus sûr et m'évite tous les risques de rencontrer effectivement un vaisseau. Au moment de l'injection, est-ce que tu as eu des cas où il y a eu des signes, par exemple dentaires? Jamais. Ça a été décrit. Jamais. Voilà. Alors soit j'ai un fluide spécial, soit j'ai beaucoup de chance, mais jamais. Et toi, François, je crois que tu vas plutôt opter pour la fosse temporale d'être en canule. Alors pourquoi par rapport à Hugues? Pour des raisons
sécurité relative. Et puis j'aime bien balayer toute une zone à la canule dans cette localisation-là, et aller ensuite même dans la queue du sourcil pour aller un petit peu rehausser la queue du sourcil par la même voie d'abord, qui reste zygomatique. Est-ce que tu as une augmentation du lacis veineux superficiel, comme ça a été décrit dans les suites immédiates? Sur les peaux très fines, on a des augmentations. Tu le vois pendant quelques jours? 2-3 jours, mais ça s'estompe. Il faut savoir les prévenir que ça va être irrégulier et que les veines vont être turgescentes. Mais tout s'efface et se glisse bien dans la semaine qui suit. Alors Hugues, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme stratégie préventive pour limiter au maximum ces accidents vasculaires? Première chose, ton doigt. Et chercher éventuellement en palpant si tu as un phénomène vasculaire. Alors tu peux voir s'il y a un petit Doppler, une pulsalité, ça coûte pas cher. La chaleur, ça indéniablement ça peut jouer, alors c'est un peu tardif. La blancheur, ça c'est le troisième point très important. La gêne de sensibilité, je vous dis, elle est souvent perturbée par le fait que les patients maintenant on injecte tous avec de la lidocaïne, donc c'est très perturbant. La douleur, elle peut être, sauf dans les cas extrêmes où vraiment elle peut être, c'est le coup de tonnerre, là ça peut être vraiment sensible, mais c'est assez rare. Mais effectivement voilà, et après c'est le suivi, c'est des heures qui vont venir qui peuvent être préjudiciables. Maintenant, c'est pas facile, c'est quand même assez exceptionnel quand même. C'est rarissime, quoi. Donc on parle sur des points. C'est vrai que la fréquence, elle est. Après, le problème, c'est quand le patient vient avec un livédo, comme a pu le montrer tout à l'heure Michel David, qui lui pense que ça remonte progressivement dans les vaisseaux progressivement et que le produit, c'est pas du tout immiscé, c'est plutôt dans les petits capillaires, les petites artérioles, ça remontait par. En rétrotraction, je ne sais pas trop comment on peut dire, parce qu'il injectait très très lentement. Donc, la vitesse d'injection, un produit très fluide, c'est des cas exceptionnels. Nous, on a tous vu en photo des cas extrêmes avec une nécrose. Enfin, le violet, c'est violet, la peau commence à se gaufrer et puis peu à peu ça s'effondre. La peau s'effondre parce que forcément il y a donc un effondrement du sous-sol et donc là il faut agir. Alors la bonne question c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça, et ça c'est plus difficile. Avant de voir ça, on peut préciser peut-être au niveau de la technique elle-même. Au niveau de stratégie préventive, sur les quantités injectées, sur le temps passé, etc. Françoise? Les stratégies, chaque fois qu'on utilise une aiguille, elle devra être très très fine déjà. On devra utiliser des petits bolus, c'est vraiment très peu de produits et surtout pas de pression. Rester vraiment avec des pressions minimes. Ça conditionne un petit peu le geste à l'aiguille. Est-ce que l'aspiration, par exemple, l'aspiration systématique, on sait qu'elle n'est positive que dans 50% des cas. Je n'en fais pas. Toi, tu n'aspires pas? Non. Parce que tu as cet échec dans 50% des cas, donc tu vas bouger un peu ton aiguille pour être un petit peu soit en rétrotraçante. Je suis tout à fait d'accord. Répartition du produit et des petits bolus et surtout pas des gros paquets. Alors, si tu as le pépin, c'est-à-dire tu as la nécrose, enfin plutôt on va dire l'aspect livédoïde, l'inflammation douloureuse, quels sont on va dire, est-ce que vous avez des gestes systématiques dans tous les cas? Françoise, est-ce que tu vas préconiser? Réchauffer, un pack chauffant, massage vigoureux. Ensuite, si j'ai vraiment le sentiment que les choses se passent mal, je vais donner éventuellement de l'aspirine, mettre sous héparine de bas poids moléculaire immédiatement, et éventuellement utiliser de la hyaluronidase dans tout le territoire concerné, pas uniquement au point de... On sait que par exemple l'aspirine, ça va freiner un petit peu l'efficacité de la hyaluronidase. Est-ce que Hugues, tu préconises d'autres techniques qui vont de l'oxygénothérapie hyperbare en passant à la cortisone, les inhibiteurs des phosphodiestérases? Qu'est-ce que tu préconises? Tout ça, et en fait il y avait une très belle publication de Patrick Treassi, qui est un médecin esthétique du Pays de Galles, mais vraiment très intéressant. Bon, il est incompréhensible en congrès, mais il est très clair en article. Et effectivement, la séquence hyaluronidase, cortisone par voie générale, à forte dose, très forte dose, le massage, la mise sous antibiotiques précoce parce qu'il y a des surinfections et que tu n'es pas à l'abri d'avoir peut-être un peu d'herpès ou une infection parce que tu ne sais plus très bien. Ou un pseudo herpès. Voilà, et un pseudo-herpès, et donc il faut se louper de rien. Il n'y a pas de contre-indication à donner Zélitrex, c'est rien, mais tu peux te faire avoir, on sait tous se faire avoir. Et puis après surtout revoir le patient. Alors après, caisson hyperbare. Quand tu as une vraie nécrose, c'est des LED, si tu veux, c'est éventuellement des low-level thérapie.
Mais je pense que d'abord la cortisone, réduire l'inflammation, ça c'est sûr. Alors ça favorise peut-être pas parce que c'est un effet un peu vasoconstricteur, mais globalement ça réduit le processus inflammatoire qui s'engage. Ça, moi j'y crois beaucoup. La mise sous antibiotiques dans les 2-3 jours, si vraiment on voit qu'il commence à avoir la nitro. Et bien sûr la nitro. Alors plutôt Péros, plutôt Péros. Avec le discours oui. controversé sur le fait que, parce que localement ça pourrait modifier en fait la vascularisation locale au profit de ce qui est plus profond. Ça a été discuté. Oui, ça, mais je pense que mettre un peu de nitro par voie générale, ça mange moins de pain que d'avoir une belle nécrose profonde et avec un effondrement complètement du tissu dermique. Ça, c'est beaucoup plus compliqué et préjudiciable. Bien, je vous remercie beaucoup. Et donc, voilà, on a vu artère et filaire, ombre et lumière. Alors, pourquoi ombre et lumière? Ombre, parce qu'on essaie de traiter l'ombre de la ride et on peut en fait avoir aussi l'ombre de l'œil et de la vision du patient si on a une atteinte oculaire. Et lumière, parce que lumière du visage et lumière de l'artère. Et voilà. Et j'espère qu'on a fait un peu la lumière sur ce sujet. Voilà. Merci. Merci.